Bonjour, loin d'avoir fait l'unanimité dans toute la France, la Révolution fut vivement contestée dans l'ouest du pays et notamment en Bretagne. L'abolition des privilèges de la province, les mesures anticléricales et la levée en masse provoquèrent un mouvement de révolte qui passa à la postérité sous le nom de chouannerie. Moins connue que la guerre contre-révolutionnaire menée par leurs voisins vendéens, la chouannerie durera près de 10 ans, menée par des hommes hors du commun qui resteront dans les mémoires comme de véritables héros légendaires. Revivez dès maintenant ces grandes épopées héroïques en compagnie de Charles Venant. Le débarquement de Quiberon, c'est un moment clé dans la chouannerie. L'idée du débarquement de Quiberon avait été lancée dès le début par Joseph de Puisay quand il a pris la tête de la chouannerie. C'était de faire débarquer une armée régulière pour en finir avec la guérilla et le petit soulèvement populaire. Une armée régulière pour avoir des résultats concrets, pour reprendre toute la Bretagne et la Normandie et la Vendée et marcher ensuite sur Paris, restaurer la monarchie. De concert avec les troupes déjà qui étaient sur les frontières de France. Dès le début de la Révolution, il y a eu une très grosse émigration militaire, c'est-à-dire qu'énormément d'officiers nobles ont quitté l'armée et se sont réfugiés dans des pays étrangers et ont levé une nouvelle armée, l'armée des princes, qu'on a aussi appelée l'armée de Condé. Voilà. Chaque petit noble un peu fortuné levait son propre régiment, qui mettait ensuite au service du roi de Prusse, l'Autriche, voilà, au gré des événements. Donc de 1790 à 1794, cette armée qu'on appelait l'armée des princes à l'époque est active sur les frontières de l'Allemagne aux côtés des Prussiens, des Autrichiens. Au début ça se passe très bien, donc toute histoire, la marche des armées étrangères jusqu'à Valmy. Valmy la déroute et tout le monde repart dans l'autre sens. La Belgique est complètement conquise, les Pays-Bas aussi, et les Prussiens, enfin en tout cas le roi de Prusse est moins enthousiaste dans cette guerre contre-révolutionnaire, l'Empire d'Autriche aussi. Donc cette armée des princes se trouve un peu livrée à elle-même. Beaucoup de régiments ont été anéantis au cours de combats, enfin il y a eu énormément de pertes, elle a été très active, hein, et se retrouvent beaucoup de régiments du coup sont rapatriés en Angleterre, se mettent au service du roi d'Angleterre, ils sont envoyés là-bas pour être formés, renforcés. Donc c'est avec ces troupes d'émigrés, parce que c'était des soldats français, certes qui portaient parfois l'uniforme étranger, mais c'est des soldats français qui combattaient, des soldats royalistes. Donc c'est avec cette armée d'émigrés que Joseph de Puisay veut entamer la reconquête de la Bretagne, aux côtés des Chouans. Au cours de l'année 95, en Angleterre, le gouvernement anglais va déployer énormément d'énergie pour monter et aider les petits français à monter de nouveaux régiments. Donc au début, une partie de l'enrôlement se fait avec les volontaires, mais c'est pas suffisant. Donc ils ont une idée qui était quand même assez courante pour l'époque. Faut pas croire que c'était une idée originale et complètement excentrique. Ils vont dans les prisons pour recruter des anciens soldats républicains faits prisonniers. La prison, se servir dans un régiment, même s'il est royaliste, c'est quand même plus enviable que de rester dans les sordides prisons anglaises. Donc la moitié de ces régiments immigrés, on va dire, sont composés en grande partie de soldats républicains faits prisonniers. Mais l'incorporation dans le régiment aidant, on peut les croire doués de bonnes intentions et de bonne volonté. La plupart de ces régiments sont complètement rééquipés par les Anglais, on leur fait porter la veste rouge, coiffe à l'anglaise. Il n'y a que les drapeaux qui, à quelques exceptions près, qui ont vraiment les fleurs de lys,
c'est les drapeaux de la monarchie. Donc, toute cette armée, une première division est embarquée, 4000 hommes, 4000 à 5000 hommes, est embarquée sur des navires de guerre anglais. Une flotte quand même importante, puisque c'est 10 navires de guerre et une soixantaine de navires de transport qui sont embarqués, et le débarquement est prévu dans la presqu'île, en tout cas aux alentours de la presqu'île de Quiberon. En parallèle, l'armée catholique et royale du Morbihan prépare le débarquement avec d'abord le raid de Pont-de-Buis qui permet de se réapprovisionner en poudre, et ensuite, dans les jours qui précèdent le débarquement prévu exactement à Carnac, sur la plage de Carnac, tous les chefs chouans, Jean-Jean, Cadoudal, Mercier, forment une tête de pont de 18 km à peu près à l'intérieur des terres pour isoler complètement la zone et que le débarquement puisse se faire le plus tranquillement du monde. Donc l'escadre anglaise transportant l'armée des émigrés se met en route depuis Portsmouth et arrive le 23 juillet au large des côtes bretonnes. À ce moment-là, la flotte française réagit, la flotte française qui se trouve à Brest, commandée par l'amiral Villaret-Joyeuse, réagit et sort de Brest. Bien sûr, la flotte française à ce moment-là, c'est pitoyable, c'est plus la flotte d'Ancien Régime, c'est des commandants parfois incompétents, ou alors des nobles suspectés parce qu'issus de l'ancienne marine royale, des marins qui soit sont indisciplinés, soit sont acquis aux chouans, et pour combler le tout, on rajoute un commissaire de la République sur chaque bateau, qui a autant de pouvoir le capitaine, donc c'est un sacré bazar. Le combat s'engage au large de l'île de Groix. Donc la flotte anglaise commandée par l'amiral John Warren, les navires de transport continuent leur route, mais les navires de guerre partent affronter les Français. Le combat donc a lieu. Au début, ça pouvait se présenter plutôt bien, sauf que le commissaire de la République embarqué sur le navire amiral commence à donner des ordres contraires. Les marins mettent de la mauvaise volonté et donc plusieurs navires sont coulés et Villaret-Joyeuse fait revenir sa flotte à Brest. Donc, les Anglais sont complètement maîtres des mers. Brest par la suite sera sous un blocus permanent, plus personne ne peut sortir. Donc le 23 juin au matin a lieu le combat de l'île de Groix et donc le 23 juin au soir, l'armée des émigrés débarque. Déjà première chaloupe de reconnaissance est envoyée avec à son bord le chevalier de Tinténiac, qui débarque sur la plage de Carnac et qui monte ensuite jusqu'à un petit mont appelé le mont Saint-Michel, parce qu'il y a une chapelle consacrée à Saint-Michel dessus, mais qui domine tout le pays environnant. Et donc Tinténiac y va, c'est pour s'assurer que tout est bien, que la zone est sécurisée et prendre contact avec les chouans, ce qui s'avère être fait. Les chouans sont installés, toute la zone est sécurisée, les quelques républicains qui restaient ont été refoulés. Il reste quand même le fort de Penthièvre dans la presqu'île qui est encore aux mains des Bleus. Et donc Tinténiac, en fait, c'est assez anecdotique, mais se trouve un peu embêté parce qu'il se dit tout est fait, tout est parfait, comment je vais avertir du coup la flotte que c'est bon. Donc du coup il enlève sa chemise blanche, donc les chemises qu'on portait à l'époque qui étaient quand même amples, il l'accroche au sommet d'un mât improvisé et il improvise un drapeau blanc. Et depuis la flotte, le comte de Puisay perçoit le signal et donc toute l'armée des émigrés débarque. Il y a quelque chose d'important, c'est le commandement de cette armée. Il y a deux hommes qui la dirigent, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il y a d'abord le comte Joseph de Puisay, qui a reçu en fait officiellement le gouvernement anglais qui chapeaute tout ça, sous la houlette du ministre William Pitt, lui a confié le commandement de toutes les forces royalistes de Bretagne. Et ils ont confié à un autre homme qui s'appelle Charles d'Hervilly, qui est un officier issu de l'ancienne armée royaliste, qui avait fait la guerre d'indépendance, qui avait rejoint l'armée des émigrés, qui avait levé son propre régiment. À Charles d'Hervilly, il confie le commandement des troupes régulières. Donc dès le début, il y a un quiproquo qui s'installe. Puisay dit si je commande toute l'armée royaliste de Bretagne, vos troupes aussi. Et d'Hervilly dit mais non, moi les réguliers, c'est juste pour moi, les régiments émigrés.
Donc les deux ne s'entendent pas. Charles d'Hervilly est irascible, un militaire froid, rigide, limite à la prussienne, et Joseph de Puisay, c'est l'homme politique qui a une réputation d'aventurier un peu douteux, qui ne connaît pas grand-chose au métier des armes. Donc il y a voilà, une inimité qui s'installe entre les deux hommes, et pendant toute la traversée, c'est un peu le malheureux amiral Warren qui fera le tampon entre les deux hommes pour éviter que des disputes éclatent à chaque entrevue d'état-major. Donc le 23 juin au soir, l'armée, les régiments réguliers débarquent sur la plage de Carnac. Ils sont accueillis par tous les chouans qui sont rassemblés, qui sont super enthousiastes, c'est des cris de joie, super contents. C'est un peu la foule désordonnée, quoi, mais des jours de fête. Et ça ne plaît pas à d'Hervilly, qui déjà avait quelques a priori sur les chouans, hein, le paysan hirsute, indiscipliné, on ne pourra jamais en faire un bon combattant, alors quand il voit ça, ça l'énerve déjà un petit peu. Donc plutôt d'autoriser ces hommes à se mêler aux manifestations de joie, il les fait ranger en bataille proprement, ces personnes ne bougent, tout le monde reste sur les rangs. Il y a une chose qui va encore plus le faire monter d'un cran, c'est que les Anglais avaient... ce qui montre leurs bonnes intentions dans toute cette affaire, avaient injecté énormément d'argent pour équiper, pour embarquer énormément de fusils, d'uniformes, de munitions sur les bateaux qui devaient être livrés aux chouans. Et donc avec les troupes régulières, c'est tout cet arsenal qui débarque. Et donc là, les chouans sont super contents, des fusils neufs, des munitions. Donc on donne à chaque chouan un fusil, un bel uniforme rouge de homard, comme on surnommait les Anglais à l'époque, et tout le monde est content, mais trop content, c'est un peu la joie enfantine, il y a des coups de feu qui partent un peu partout, ça agace d'Hervilly, et ça l'agace profondément, et du coup il va s'écharper avec Puisay sur le front des troupes en disant « mais moi je veux pas combattre avec cette horde indisciplinée, je veux faire embarquer mes troupes directement ». Bon, et Tentagnac et Vauban arrivent à le calmer, voilà. Dès le lendemain, il y a un autre événement qui va un peu jeter un peu plus d'huile sur le feu dans cette méfiance entre les chouans et les troupes régulières. C'est que parmi les émigrés qui arrivaient, il y avait l'évêque de Dole qui avait été nommé vicaire apostolique de toute la Bretagne par le pape, grand titre, et donc les chouans l'accueillaient avec enthousiasme. Et ce monseigneur célèbre une messe à Carnac, sur la plage, devant tous les chouans. Sauf que d'Hervilly, lui, on est un dimanche, lui, il va à la messe, très bien, sauf qu'il refuse d'aller à cette messe au milieu des chouans. Donc il entraîne tous ses officiers, tout son état-major, ces beaux messieurs en grand uniforme, bien poudrés, à une messe dans l'église de Carnac, l'église paroissiale. Donc voilà, chacun de son côté. Voilà. Donc déjà, tous ces petites anecdotes, tous ces petits détails peuvent paraître insignifiants, mais pourtant, cette inimité entre les deux commandants en chef, déjà cette confusion dans le commandement, la mésentente, la méfiance de d'Hervilly à l'égard des chouans, ce mépris qu'il peut y avoir, va jouer énormément pour la suite des événements. Dans les premiers jours, les troupes régulières restent à Carnac, mais les chouans tiennent leur position entre Auray, Mandon et Landévent. C'est les troupes de Cadoudal, Jean-Jean, qui sont commandées par les émigrés Tentagnac, Vauban et Boisberthelot. Et ils vont tenir pendant une semaine, parce qu'en face, les républicains, pendant ce temps, le général Hoche rassemble ses troupes. Donc ils passent de 8 000 hommes à 13 000 ou 15 000 hommes en une semaine. Ensuite, ce chiffre monte à 20 000 hommes, parce que le général Hoche est un très bon militaire, il arrive à regrouper énormément de forces venant de Vendée, Cherbourg, Rennes et Ploërmel. Il y a quelques attaques qui sont menées, les chouans résistent sur leur position et par contre appellent à l'aide les troupes régulières. Ils veulent voir ces magnifiques régiments quand même combattre et ils se disent qu'ils seront plus à même de résister aux Bleus, surtout l'artillerie. Et là encore une fois, d'Hervilly, on ne sait pas trop pourquoi, refuse absolument de faire marcher ses troupes. Parce qu'il ne veut pas les mélanger aux chouans, certainement. Il n'y a qu'un régiment qui fait marcher pendant quelques kilomètres, puis contre ordre, il le fait revenir immédiatement. Donc les chouans en première ligne vont subir les coups de boutoir de l'armée républicaine et au fur et à mesure, au début du mois de juillet, le 5 juillet, vont finir par retraiter sur la presqu'île, sur Carnac, sur Sainte-Barbe,
Et ensuite dans la presqu'île. Il faut savoir que quand même, d'Hervilly n'était pas resté l'arme au pied, il avait fait occuper le fort de Penthièvre au début du mois de juillet, tenu par une petite garnison républicaine, tenue par le commandant de Lise, qui se rendra très facilement et qui se justifiera plutôt en disant, plus tard en disant ça ne valait pas le coup de faire couler le sang républicain. Bon. Du coup, la garnison, le fort, qui pourtant était réputé imprenable, est pris facilement. Il y a un camp retranché établi qui barre toute la presqu'île. Donc, au moment où tous les Chouans refluent, d'Hervilly ne peut que constater leur retraite. Et entre vraiment, plutôt que de se remettre en question, de se dire qu'il aurait pu aider les Chouans, il entre simplement en colère quand il voit une horde de femmes, d'enfants et de combattants en fuite qui arrivent sur le fort, qui l'escaladent sur le mur, sur les palissades, enfin la panique totale. Il en vient même à ordonner à ses soldats de faire feu dans le tas. Heureusement, Vauban l'arrête à la dernière minute. Il y a seulement, voilà, les combats déroulent et c'est seulement Cadoudal qui au loin recule pied à pied mais recule proprement. Voilà. Donc, 5 juillet, les royalistes sont complètement enfermés dans la presqu'île de Quiberon. Le 10 juillet, l'état-major royaliste, enfermé dans la presqu'île, cherche quand même à se sortir de cette situation, surtout que les républicains ont bloqué toute l'entrée de la presqu'île en faisant une grande ligne de fortification au niveau du village de Sainte-Barbe, que du coup c'est impossible, quasiment impossible de prendre cette redoute d'assaut, cette grande redoute d'assaut frontalement. Donc du coup l'état-major a l'idée, voilà, de faire débarquer 2 armées sur les côtes pour prendre à revers les retranchements républicains, pendant que de l'intérieur, le reste de l'armée sortirait et attaquerait une diversion en somme. Donc Cadoudal est débarqué à Sarzeau avec le chevalier de Tinténiac et Jean-Jean à Quimperlé. Il était prévu normalement qu'ils reviennent 3 jours plus tard, tomber sur les arrières des Républicains, sauf que l'armée rouge de Tinténiac sera dirigée vers Saint-Brieuc et ne servira strictement à rien, et que Jean-Jean dispersera complètement ses hommes. Donc, de nuit, d'Hervilly tente un premier assaut qui sera complètement raté, pour la simple et bonne raison qu'il attaquera avec très peu d'hommes, qu'il dévoilera ses positions trop tôt et que rien ne fonctionnera comme prévu. Le 15 juillet, il y a une deuxième division, la deuxième division de l'armée des émigrés, commandée par Charles de Sombreuil, qui arrive enfin, elle était arrivée de Portsmouth, c'est pareil, 5000 hommes qui arrivent en renfort, et qui est débarqué à Quiberon. Le lendemain, d'Hervilly décide quand même de mener l'assaut frontal sur Sainte-Barbe, et pour ça, alors, chose très curieuse, les nouvelles troupes arrivées ne sont pas mises à contribution. Mais il a quand même l'idée, il ne va pas habiller en tête sans avoir un plan, il a l'idée quand même de faire débarquer quelques troupes sous les ordres du chevalier de Vauban, qui est d'ailleurs un descendant du fameux Vauban, à Carnac, pour quand même exécuter le mouvement tournant, la diversion. Donc Vauban se met en route de nuit, par la mer, et il était prévu qu'à l'aube, quand il fasse encore un peu nuit, il tire une fusée pour prévenir que le débarquement avait réussi. Et dans ce cas-là, d'Hervilly se mettrait en route et passerait à l'attaque. Vauban prend la mer, débarque à Carnac, tire une fusée qui est aperçue depuis le fort, donc d'Hervilly se met en route. Sauf qu'après avoir tiré la fusée, Vauban s'aperçoit qu'il y avait en fait des troupes républicaines et qu'elles sont bien retranchées et que ça va être dur de les prendre. Donc il tente un assaut qui rate et il fait rembarquer ses troupes. Et au moment où le combat dure quelques heures, mais au moment où il fait rembarquer ses troupes, il fait jour. Il tire une deuxième fusée pour prévenir que l'assaut a raté, et celle-ci n'est pas vue. Donc d'Hervilly continue sa route depuis le fort de Penthièvre jusqu'au retranchement de Sainte-Barbe, en passant ce qu'on appelle la falaise, en fait, qui n'a rien d'une falaise, mais qui est simplement un endroit complètement dégagé. Et il fait marcher en avant-garde le régiment loyal émigrant, sur la droite le régiment d'Hector de la Marine, son régiment, le régiment d'Hervilly sur la gauche, les Chouans, enfin les quelques Chouans qu'il y avait restent en réserve, et le régiment d'artillerie, parce qu'ils avaient quand même une artillerie importante, en arrière. Donc ils arrivent, il y avait un
petite redoute en avant-poste qui a été installée par les Républicains, qui est facilement prise. Disons qu'elle est commandée par le général Imbert, que lui, dès qu'il y a l'assaut, il avait reçu l'ordre de se retirer pour vraiment entraîner toute l'armée ennemie dans un traquenard en les forçant à s'écraser sur la grande redoute de Sainte-Barbe. Donc il se retire, et là pour d'Hervilly c'est l'euphorie, il se voit déjà vainqueur, donc il entraîne encore plus vite ses troupes sur la redoute de Sainte-Barbe. Et les régiments arrivent, et c'est à ce moment-là que le général Loche fait dévoiler tous ses canons qui étaient cachés, légèrement en retrait de la grande redoute, et fait ouvrir un feu d'enfer sur toute la troupe. Mais malgré ça, quand même, les régiments émigrés tiennent le plus longtemps possible, soutenus par le régiment d'artillerie, Rotelier Artillerie, et le combat commence à durer, sauf qu'à un moment, il faut faire... D'Hervilly a la mauvaise idée de faire une conversion par la gauche, c'est-à-dire de présenter son flanc à toute la redoute ennemie pour appuyer un peu plus sur la gauche. Sauf que exécuter ce genre de mouvement sous le feu, ça demande quand même une sacrée maîtrise et un sacré sang-froid. Donc quand il commence à faire exécuter ce mouvement, beaucoup de régiments, notamment le régiment d'Hector de la Marine, commencent à craquer et se dispersent. Lui, il prend la tête de son propre régiment et il tente de l'entraîner, sauf qu'il est touché et donc il s'effondre, pas tout à fait mort, mais presque. Et donc au fur et à mesure, les régiments craquent les uns après les autres. Les Chouans, faut pas trop leur en demander, mais dès le début ils avaient pris la fuite quand ils voyaient les premiers régiments complètement à la déroute. Et donc tout ce beau monde reflue et les Républicains leur emboîtent le pas, sortent de la redoute et passent à l'assaut, récupèrent toutes les pièces d'artillerie qui ont été abandonnées et poursuivent l'ennemi jusqu'au fort de Penthièvre, donc quand même sur 2-3 km. Ils font prisonnier tout ce qu'ils peuvent. Ils sont arrêtés uniquement au fort, puisque les artilleurs qui étaient encore là tirent sur l'ennemi avec les canons. Donc dans l'affaire, on peut considérer que la première division est complètement anéantie. D'Hervilly est mort. C'est ni un mal ni un bien, parce qu'il était le seul à prendre des décisions, que Puiset était ne prenait aucune décision, il se contentait d'envoyer des lettres au ministre anglais sans rien faire, et que c'est pas Charles de Sombreuil, qui était quand même quelqu'un d'assez jeune et qui n'est pas l'âme d'un commandant en chef, c'est pas lui qui va prendre des décisions. Donc après cette malheureuse affaire, le général Loche sent qu'il peut passer à l'attaque, et donc il prend d'assaut le fort de Penthièvre dans la nuit du 21 juillet. En réalité, il voulait déjà, dès le 20 au soir, prendre d'assaut la presqu'île, sauf que ce soir-là, il y a un orage qui tombe et qui doit retarder l'assaut. Au bout d'un moment, il décide quand même, il est minuit, 1h du matin, de faire marcher ses troupes, donc ils avancent sous une pluie d'enfer, et surtout ça leur permet d'éviter quand même d'être pris sous le feu depuis cette fameuse falaise par les bateaux anglais, qui eux se sont éloignés pour ne pas être jetés à la mer. Donc ils avancent sur la falaise, et en fait pendant plusieurs jours, il y avait énormément d'anciens soldats républicains qui étaient dans les régiments émigrés, qui retournaient côté républicain, qui trahissaient quoi. Et au bout d'un moment, le général Loche en a profité pour demander est-ce qu'on peut entrer dans le fort de Penthièvre d'une manière ou d'une autre. Et il y a 3 soldats qui se présentent et qui disent oui, on peut entrer par un petit chemin qui mène au pied de la falaise du fort, au pied du fort, qu'on peut escalader. Donc c'était l'idée du général Loche. Il fait avancer ses troupes avec quelques soldats en avant-garde, et ces soldats se sont habillés justement d'uniformes des émigrés pour pouvoir s'approcher le plus possible. Et il fait escalader le fort escalader la falaise du fort par quelques grenadiers triés sur le volet. Donc c'est quand même un bel exploit, parce qu'on est en pleine tempête, il faut escalader une falaise, il fait nuit, on voit rien. Ces grenadiers y arrivent et surgissent à l'intérieur du fort. Il pleut, donc il n'y a aucune sentinelle sur les remparts, elles sont toutes dans leurs manteaux abritées sous la guérite, et donc les grenadiers entrent comme ça, égorgent toutes les sentinelles, prennent les canons et les retournent. Et pendant ce temps, le gros de l'armée arrive, face sur le fort et le prend d'assaut. Ils subissent d'abord le feu quand même des défenseurs qui réagissent,
Et puis donc ces défenseurs arrivent quand même à stopper la progression de l'armée du gros des troupes, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient pris sous les canons du fort qui se trouve légèrement en arrière, par les grenadiers qui avaient escaladé. Donc le fort tombe complètement aux mains de l'ennemi, donc c'est le verrou qui saute, hein, et la route vers l'intérieur de la presqu'île est ouverte. En raison de la tempête, les combats dans le fort se font pas trop entendre, parce que le reste de l'armée est dispersé dans la presqu'île. Donc voilà, Charles de Sombreuil met un bon moment à rassembler ses troupes. Et de toute façon, quand il y arrive, c'est beaucoup trop tard, parce qu'il a 10 000 à 15 000 soldats républicains qui lui tombent dessus, quand lui, il n'en a que à peine 4 000 à 5 000. Donc ils arrivent quand même à résister, à reculer de moulin en moulin. C'est énormément de moulins qui échelonnent la presqu'île. Et l'artillerie est prise, les régiments lâchent les uns après les autres, et ils se retrouvent complètement acculés à Port-Alligen. Et là arrive le fameux moment de la prétendue capitulation, où on a écrit beaucoup de choses. On dit que voilà, le général Hoche aurait officiellement dit aux soldats de mettre, à Sombreuil et à ses soldats de mettre bas les armes. Dans ce cas-là, c'était une capitulation, ce qui veut dire que c'était des prisonniers de guerre et qui ne pourraient pas être exécutés, pas fusillés. Le parti républicain a dit, mais même pendant plusieurs siècles, hein, non, ça n'a jamais été proposé, c'est Sombreuil tout seul qui a dit à ses soldats de mettre bas les armes, mais sans capitulation. Et en fait, il est très probable, quand on relit un peu tout ce qui a été écrit sur ce moment-là, il faut imaginer l'ambiance des combats. Bon, l'aube commence à se lever, mais il y a énormément de vent. Il y a la marine anglaise qui commence à ouvrir le feu dans le tas, sans trop grande distinction, donc les boulets tombent, c'est des explosions. Tout le monde est complètement trempé, il y a encore un peu de pluie. Et donc Charles de Sombreuil ne sait pas trop quelles sont ses troupes sur la ligne, il est un peu perdu. Et il entend à un moment des soldats qui semblent être de son côté dire on met bas les armes. Et en fait, il se trouve que dans la réalité, c'était tout simplement des anciens soldats républicains qui avaient été reconnus par des anciens camarades, qui leur disaient « mais bas les armes, tu me reconnais pas ?» Ils ont mis bas les armes, sauf que le cri se propage sur toute la ligne. Et Sombreuil, lui, comprend « ah bah le général Hoche a proposé une capitulation, donc on capitule ». Gros quiproquo. Et donc voilà, il va à sa rencontre et Hoche, du coup, lui est persuadé que Sombreuil a mis bas les armes de lui-même. Voilà. Donc tous les survivants se rendent. Il y en a quand même. Alors la scène est quand même très dramatique parce que certes il y a les combats, ceux qui résistent aux républicains, mais il y a énormément de fuyards. Il y en a beaucoup qui se jettent à l'eau, qui se noient. Il y a des actes héroïques magnifiques. Il y en a aussi des moins héroïques. Il y a notamment donc quand Sombreuil rencontre Hoche au milieu des combats, Hoche lui demande en premier, faites cesser le tir des navires anglais. Donc il y a un officier de Sombreuil qui retourne à la nage sur un bateau anglais, qui est quand même un exploit, qui dit de faire cesser le feu, et ensuite, vu qu'il avait donné sa parole de ne pas s'enfuir, retourne en sens inverse sur la presqu'île, se constituer prisonnier. C'est le côté chevaleresque de ces émigrés. Et ensuite, voilà, des discussions entre Charles de Sombreuil et Hoche, qui dit de mettre bas les armes. Le mot prisonnier aurait été dit à un moment, mais sans trop de précision. Et donc, il se trouve que voilà, une bonne partie des troupes sont faites prisonniers, les émigrés, et aussi quelques chouans. Tout ce beau monde est emmené d'abord à Auray, puis à Vannes. Sur la route, il y a quand même quelque chose qui montre que les différences de mentalité, les émigrés sont... Leur côté chevaleresque disent non, on a donné notre parole de s'enfuir, on s'enfuira pas. Pourtant, la surveillance était vraiment relâchée. Il y avait sur 100 mètres, il n'y avait pas un soldat républicain pour garder la colonne de prisonniers et aucun émigré ne s'enfuit. Il n'y a que les chouans qui disent, qui s'enfuient, qui disent mais si, nous on les connaît depuis 3 ans. 4 ans, si on ne s'enfuit pas, ils vont nous exécuter. Donc voilà, eux, ils étaient un peu plus au fait. Donc, effectivement, entre le chiffre au départ de Quiberon et le chiffre à l'arrivée d'Auray, il y a énormément de chouans qui ont réussi à s'enfuir, mais par contre, tous les émigrés seront restés prisonniers. Donc, ils vont le payer malheureusement de leur vie, puisqu'au total, un peu sous l'impulsion de la Convention, contre l'avis du général Hoche, mais qui se montrait un peu timide sur ce point, près de 800 soldats émigrés, officiers,
seront fusillés à Auray, au Champ des Martyrs, à Vannes aussi. Donc quand même, c'est-à-dire que là, on parle quand même de 800, a priori, prisonniers de guerre qui ont été exécutés par les Républicains en l'espace d'1 à 2 semaines. Donc c'est presque un crime de guerre, si on peut dire. Mais il y a beaucoup de parts d'ombre sur cette affaire. Donc Quiberon, ça met un sacré coup au moral des Chouans, parce qu'ils avaient placé leurs espoirs dans les Anglais, dans le comte de Puiset, dans l'armée des émigrés, dans les nobles, et en fait, tout ce monde-là les a déçus, à part les Anglais qui continueront à leur fournir des armes et tout ça. Puiset, à l'issue, sera évincé par Cadoudal, avec le soutien du comte d'Artois qui n'aimait pas beaucoup. À un moment, Mercier voulait faire fusiller Puiset carrément. La plupart des divisions de Chouans seront quand même empiétées de nombreux prisonniers et morts au cours de cette affaire. Et surtout, cette armée des émigrés sera complètement anéantie et ne sera utile nulle part ailleurs. Donc Quiberon, ça reste vraiment un moment tournant pour la chouannerie. À partir de cette date, on constate qu'il y a de plus en plus d'émigrés ou de nobles parmi les Chouans, comme simples soldats ou officiers qui essaient de s'imposer, et que la défiance envers ces émigrés et ces nobles commence énormément à grandir. Et ce qui fait que Puiset, à l'issue de son éviction, constatera que les Chouans du Morbihan ont pris une tendance assez républicaine, populaire, c'est-à-dire que pour eux maintenant, voilà, l'officier c'était sur le mérite, pas sur le nom. Quand on le nommait à la tête des Chouans, on n'avait pas besoin de tous ces nobles. Et donc Puiset conclura en disant que c'était devenu des Jacobins royalistes, pour parler des Chouans. À Quiberon, il reste encore maintenant quelques souvenirs du débarquement, une stèle sur la place de Légionnaise où a débarqué les troupes, à Carnac. Bon, le fort de Pintier, bien sûr, qui est encore en état aujourd'hui, c'est la possession du régiment d'infanterie de marine, là, de Vannes. Il y a une statue du général Hoche aussi, à Quiberon. Il reste encore quelques vestiges de port à Liguin des combats. Le musée de la chouannerie qui a été installé là-bas. Et je sais que pendant un moment, régulièrement, on pouvait retrouver par terre des balles ou des boulets ressurgis de ces combats. Ce qui ressort quand même très souvent dans les écrits des historiens, c'est plus la répression qui a été menée à l'issue, les 800 condamnés à mort, la cruauté républicaine, plus que les combats en eux-mêmes, les dissensions entre les chefs, les actes de bravoure et d'héroïsme qu'il y a eu. Mais en tout cas, c'est un mois d'une grande épopée. Et je terminerai en disant que c'est très drôle parce que c'est un peu le rendez-vous mondain de cette époque. C'est-à-dire que dans les deux camps, on retrouve des grands personnages historiques. On a par exemple dans le camp républicain Pierre Cambronne, qui est à ce moment-là le futur général Cambronne, hein, le carré de Waterloo, qui était volontaire dans la Légion nantaise, si je ne dis pas de bêtises. En face de lui, il avait le futur général Piré, qu'ils ont combattu ensemble à Waterloo, puisque Piré commandait les lanciers de la garde. Mais à ce moment-là, Piré était dans le camp royaliste. On retrouve aussi du coup Vauban, qui est descendant du fameux Vauban. Roger de Lille, le compositeur de la Marseillaise, qui était commissaire de la République aux côtés de Tallien, qui est plus connu. Et un dernier personnage dont j'ai oublié le nom, le capitaine qui commandait le bateau qui inspira le radeau de la Méduse. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!